Et parce que cette question de l'autorisation de ce changement et de la légitimité qu'on se construit est tout à fait au centre de ce voyage vers soi-même. Et dans autorisation, d'ailleurs, c'est auteur, c'est autorité, autorisation, c'est auteur de sa vie. La petite voix, la petite voix, la petite voix, la petite voix. Bonjour, je suis Herveline et j'ai le plaisir de vous présenter La Petite Voix, le podcast qui donne la parole à ceux et celles qui nous font du bien. Ils sont psy, sophrologues, magnétiseurs ou autres et se consacrent à notre bien-être et à notre développement personnel. Que vous soyez sceptique ou convaincu, vous serez sûrement curieux de leurs histoires. Quel chemin ont-ils parcouru pour choisir ces métiers dédiés aux autres ? En quoi consiste leur pratique et que leur apporte-t-elle ? Voilà les questions que je vais leur poser lors de ces conversations intimes, sans blabla. Des conversations qui vont nous éclairer, nous inspirer. Si vous aimez ce podcast, parlez-en autour de vous et dites-le moi avec des étoiles sur iTunes. N'oubliez pas aussi de vous abonner pour ne rater aucun épisode. Alors, prêt à écouter La Petite Voix pour entendre la vôtre ? La Petite Voix, le podcast, c'est parti ! 2020. Une nouvelle année commence avec ses promesses de nouveaux projets, de nouveaux chemins et certainement de surprises. Une année qui, je vous le souhaite, vous verra vous épanouir. Est-ce que d'ailleurs l'énergie de cette nouvelle année vous donne envie de tenter de nouvelles choses ? Pourquoi pas de donner un nouvel élan à votre vie professionnelle ? Après tout, notre métier participe aussi à notre développement personnel. Il nous aide à mieux connaître nos talents, nos aspirations profondes et il nous apprend à évoluer en société. Que vous ayez trouvé ou non votre place dans cette dimension-là de votre vie, mon invité a des choses à vous raconter. Stéphane Dieuttre, coach et fondateur de l'Institut Aristote, a fait sienne cette maxime. Là où nos talents et les besoins du monde se rencontrent, là est notre vocation. Joli, non ? Rendez-vous donc avec un invité généreux et plein d'humanité, qui a lui-même vécu de multiples expériences avant de s'épanouir pleinement. Un épisode à écouter pour se réconcilier avec sa vie professionnelle et avec soi, tout court. Avec Stéphane, nous allons parler de vilain petit canard, de crise de sens, de la peur de tout perdre et de singularité. Bonjour Stéphane et bienvenue dans La Petite Voix. Bonjour. Avant de nous lancer dans l'entretien, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots, s'il vous plaît ? Donc, je m'appelle Stéphane Dieuttre, je suis coach, je suis fondateur de l'Institut Aristote. Et vous êtes basé à Paris ? Je suis basé à Paris. Stéphane, je suis vraiment contente de vous rencontrer et d'aborder avec vous aujourd'hui le thème du travail. C'est vrai que La Petite Voix, c'est un podcast consacré au développement personnel, à la connaissance de soi. Et finalement, je trouve que le travail a toute sa place. Vous allez me le dire mieux que moi, mais certainement que c'est un vecteur d'épanouissement. Donc, on va parler de tout ça ensemble. Mais pour commencer, moi, j'aimerais qu'on parle de votre parcours parce qu'aujourd'hui, vous êtes coach, mais vous avez eu une première, voire plusieurs autres vies professionnelles avant de fonder l'Institut Aristote. Je voulais qu'on retrace un petit peu votre parcours. Je crois que vous avez fait des études de commerce. Absolument, donc j'ai fait une grande école de commerce et je sentais bien que j'étais pas forcément à ma place en train d'en faire ces études et d'ailleurs pour l'anecdote je m'étais inscrit en fac de psycho dans laquelle je me suis gardé de mettre les pieds finalement parce que j'étais sans doute plus préoccupé de m'amuser après 2 années assez dures de classe préparatoire. Ouais. Alors comment expliquez-vous que vous vous soyez retrouvé et en prépa et ensuite, je crois que c'est l'ESSEC, l'école de commerce dont on parle. Pourquoi ce choix-là si votre aspiration profonde, a priori, vous emmenait plus vers de la psycho ? Ça, c'est l'objet un peu de mes réflexions et de mon travail d'aujourd'hui. C'est de bien comprendre qu'on est conditionné par notre milieu, par le désir de nos parents. Pour mon père, avoir un enfant qui rentrait dans une grande école prestigieuse, c'était un cadeau extraordinaire, donc que j'avais envie de lui faire à l'époque. Et puis surtout, ce qui est très important, c'est que quand on ne sait pas qui on est,
il est difficile d'aller contre l'évidence d'un milieu. Quand on n'était ni très matheux, ni très littéraire, mais qu'on était bon partout, on faisait ces classes préparatoires qui étaient un petit peu un équilibre entre ces différentes disciplines. Donc voilà. En revanche, j'étais capable de dire, une fois rentré, que je me sentais pas bien. Très vite, vous l'avez senti, ça? Je me sentais pas à ma place. Je me sentais vraiment, souvent, je parle du vilain petit canard. C'est, vous sentez bien que vous êtes différent et vous comprenez pas pourquoi vous êtes différent dans cette portée de canard. Vous savez pas que les signes existent. C'est ça, parce qu'en fait, vous n'étiez pas un canard. Vous étiez probablement juste un pas un canard du tout. En tout cas, pas un canard fait pour cette formation-là. Et j'ai mis beaucoup de temps à le comprendre. Du coup, vous avez trouvé quand même un espèce de biais, j'allais dire, puisque vous êtes resté dans le monde, alors pas uniquement marketing, mais plutôt de la publicité, si je dis pas de bêtises. Voilà, j'avais réussi à rentrer dans une agence de publicité et peu de temps après, se dessinait un nouveau métier qu'on appelait le planning stratégique. Et le planning stratégique, c'était justement le rôle de comprendre, d'analyser les problématiques de communication qui se posaient à nos clients et d'élaborer une stratégie. On se rapprochait un peu de cette psychologie qui était votre première inspiration. Vous avez pris ce biais-là pour retomber un peu sur vos pieds. Oui. Et puis j'ai commencé une analyse, une psychanalyse. Ah. Donc ce qui m'a aussi nourri dans mon travail. Vous aviez quel âge quand vous avez commencé cette analyse? Je pense 21 ans, je crois. Ah oui, vous étiez jeune. Oui. Et ça m'avait à la fois énormément apporté, mais c'était aussi très stimulant pour moi. C'est amusant de voir comment vous avez d'abord fait un choix par défaut de cette école de commerce, mais que finalement, par des détours, vous reveniez à vos premières amours, comme quoi on est toujours porté, malgré nous, de manière inconsciente. Oui, et effectivement, vous avez raison, je pense qu'il y a un deuxième courant un peu plus sous-jacent, peut-être vous l'appelleriez la petite voix, qui vous porte un petit peu plus, en tout cas c'est ma conviction, vers votre nature profonde, vers ma nature profonde. Je me suis senti très bien dans cette dimension de décodage, mais également dans ces questions de construction d'identité, parce que la question qui se pose, ça peut paraître bizarre pour des gens qui connaissent pas bien ce métier, mais quand on réfléchit à une marque, il y a la question de la construction d'une identité de marque. Absolument, c'est vrai, on en parle comme ça, oui. Et donc la question finalement de la construction d'identité, ça m'a beaucoup intéressé. Et oui, on en revenait toujours à cette question d'identité et de sens. Vous êtes resté dans cette agence et dans le monde de la publicité pendant combien de temps ? À presque toutes les années 80 en fait. Donc, moi j'étais content d'être à cet endroit puisque j'apprenais un petit peu de ce qui m'intéressait. Mais en même temps, et c'est ça un peu ce qui s'est passé pour moi en 89, il y a eu à un moment donné un sentiment de vacuité de ce que je faisais, finalement de vivre dans ce milieu un petit peu cynique, un petit peu superficiel. Et j'ai ressenti une forme de crise personnelle assez aiguë et qui m'a conduit à donner ma démission. Donc là, vous partiez sans savoir dans quelle direction ? Oui, et puis j'étais à un âge, j'avais pas de responsabilité, j'étais célibataire, et donc j'ai utilisé cette période pour faire un voyage, alors aussi bien un voyage réel qu'un voyage intérieur, c'est-à-dire je suis pas mal allé dans le désert, je suis pas mal allé en Chine, j'ai fait du tai chi chuan. Et combien de temps vous êtes parti ? Au total, c'était fragmenté, mais pendant un an et demi, je me suis intéressé à plein d'autres champs de développement personnel. Vous avez pris vraiment ce temps-là pour vous ? C'est à l'issue de ce temps de réflexion que je me suis dit, mais en fait, j'aime bien ce métier d'aider à communiquer, etc. Mais j'ai envie de le faire d'une autre façon. Et avec Véronique Sauret, on a fondé l'Agence Verte, qui était la première agence en France spécialisée dans le domaine de l'environnement et du social. Et oui, parce que là, on est au début des années 90, c'est ça ? Voilà, c'est ça, on est au début des années 90. C'était très tôt encore. Je reviens juste, pardon, on va reparler de l'agence, mais ce qui m'intéresse beaucoup dans cette crise de sens là dont vous nous parlez,
c'est que j'ai l'impression que c'est quand même quelque chose de très actuel. Enfin, je veux dire, je vois moi autour de moi le nombre de personnes qui arrivent à 30, 40 ans ou un peu plus se disent non là, je ne peux plus travailler dans un monde du travail qui n'est là que pour apporter du business. Oui, ça c'est étonnant pour moi de voir que il y a presque 30 ans maintenant, se posait pour moi une question qui se pose aujourd'hui de manière très intense, très crue pour énormément de gens. Disons que moi je le ressentais, je découvrais que moi qui me pensais cynique et observateur désabusé du monde, j'avais besoin personnellement énormément de sens et je dirais même de spiritualité. C'est-à-dire que j'avais besoin d'être animé par quelque chose de plus grand que moi. Voilà. Qui était nécessaire du coup et qui vous a permis de rebondir. Et donc c'est plus apaisé que vous êtes revenu sur le marché du travail en ouvrant cette agence avec votre associé ? Oui, suffisamment apaisé pour prendre un risque un peu fou parce qu'on n'avait absolument pas de clients. On était quand même assez jeunes, hein, on avait la trentaine, pas d'expérience business et donc on a démarré tous les deux et on a été poussés par des vents qui nous ont ouvert les portes comme ça. Ça a été un peu extraordinaire. Et pourquoi le sujet de l'écologie vous touchait au point de vous dire on va créer une agence autour de ça ? Conviction personnelle et puis ce sentiment aussi, on avait un slogan qui était moins de bruit, plus de sens. C'est-à-dire d'essayer aussi qu'il y ait une écologie du message, c'est-à-dire d'être dans un souci de construction de sens et non pas de destruction de sens. C'est terriblement actuel comme propos et comme slogan. Oui, je pense qu'on a été précurseurs. Ouais. Ah, certainement. Ouais. Et ça a duré combien de temps, cette aventure de l'Agence Verte ? Alors, elle existe toujours, l'Agence Verte. Elle existe encore ? Elle existe toujours, et c'est toujours Véronique Sorel qui la dirige. Moi, je suis parti assez vite, c'est-à-dire au bout de 3 ans, parce que j'étais très déçu. Finalement, alors, j'ai eu assez vite le sentiment que on faisait ce qu'on appelle maintenant du greenwashing. Et donc, j'ai eu le sentiment qu'on était plutôt une communication qui, la plupart du temps, était en train de repeindre en vert les enseignes, des choses comme ça. Il y a eu des expériences très intéressantes, hein. Mais je sentais que c'était pas mon chemin. Et donc, vous êtes allé trouver votre chemin ailleurs ? Alors, j'ai continué mon chemin ailleurs, et notamment, j'ai eu envie de travailler dans tout ce qui était accompagnement des processus d'innovation, de créativité. Et je pense qu'en fait, avec le recul, j'allais vers accompagner des moments de réinvention, en fait. Hein, des entreprises. Des entreprises, mais des collectifs aussi, des équipes autour d'un projet, d'un produit. Ça me plaisait énormément. Et je pense que c'était la première fois que je travaillais avec l'humain. C'est-à-dire, j'ai accompagné des groupes humains, et j'étais en contact. Et ça m'avait plu tout de suite. Dans quel cas précis, par exemple, vous accompagnez les entreprises ? Alors, par exemple, très souvent, c'était des situations de réinvention liées au numérique, au digital. Et oui, parce que si on remet dans le contexte de l'époque, l'essor du web, c'est fin des années 90, début 2000. C'est ça. Donc, effectivement, c'est un moment où les entreprises se posaient beaucoup de questions. J'ai beaucoup accompagné des équipes qui voulaient réfléchir sur la façon d'introduire le numérique. Ça pouvait être une équipe de communication et on devait tout réorganiser pour que le digital prenne sa place. Donc ça veut dire la manière de penser, la création des contenus, l'organisation des équipes. Enfin, il y a plein de choses. C'est très amusant de voir combien dans votre parcours vous avez été précurseur sur plein de sujets, hein. On a parlé tout à l'heure sur la publicité, d'agence verte, maintenant de transformation digitale, de questionnement sur le sens au travail. On va voir quels sont les sujets qui vous préoccupent en ce moment tout à l'heure et on verra quels sont les sujets qui nous préoccuperont dans une dizaine d'années. Est-ce que vous vous sentiez à votre place ? Est-ce que ça répondait à votre quête de sens ? Je pense que d'accompagner des équipes dans une transformation, etc., j'y trouvais un certain sens, mais je peux pas dire que je m'accomplissais complètement. Je pense que ce qui m'intéressait, c'est comment l'humain se réinvente dans ces circonstances, même si par moments
il y avait la petite voix qui me disait et si tu mettais ce savoir au service plus directement de l'humain, de l'homme. Et je me souviens, à ce moment-là, j'avais un ami psychanalyste avec qui on avait discuté comme ça de la façon d'analyser la mort de Diana et la symbolique autour de la mort d'une princesse. Et il m'avait écouté dans mon analyse et il m'avait dit quel dommage que cette intelligence de l'humain soit pas au service direct de l'humain. J'étais troublé par cette remarque. Il y avait quelque chose comme ça qui m'indiquait que peut-être il y avait quelque chose d'autre à faire. Et je me souviens que je commençais à mûrir un peu cette idée, mais que ce qui m'inquiétait, c'était mais est-ce que c'est faisable d'aller vers une autre voie sans tout perdre? C'était une question très humaine, mais ce qui était intéressant, c'est de me le retourner en disant mais d'où viennent toutes ces croyances limitantes, comme on dit dans notre langage, c'est-à-dire dans la vie on fait pas ce qu'on veut. Si tu vas vers ton désir, si tu vas vers ta joie de travailler, à ce moment-là tu vas le payer, tu vas payer quelque chose. C'est peut-être faux ça, c'est peut-être une croyance. Finalement peut-être que je peux. Et peut-être même que c'est une erreur complète, c'est-à-dire que peut-être même que à l'endroit où j'ai le plus à apporter au monde, je suis le plus créateur de valeur. Mais à quel moment ces questions-là sont tellement remontées à la surface que vous avez décidé de les écouter et d'en faire quelque chose? Mais ouais, c'était amusant parce que c'était un jour, j'ai un ami qui me dit oh là là, j'ai entendu parler d'un endroit au Pérou où on peut faire des expériences chamaniques pour répondre à des questions, etc. Bon, moi, j'étais pas très tenté. Et je dis mais à quoi ça sert? On me dit mais ça sert si tu peux répondre à des questions que tu te poses. Bon oui, mais est-ce que je me pose des questions? Et quelle question, au fond, quelle serait la question? Et ma question, elle s'est imposée à moi, c'était qu'est-ce que tu dois faire du reste de ta vie? Et à partir du moment où je me suis posé honnêtement la question, c'était très intéressant parce que donc je vais chez un ami jouer aux cartes, puis en partant, il me laisse prendre un DVD, voilà. Et le lendemain, je regarde le DVD, c'était pas le bon DVD dans la pochette, et c'était l'histoire de quelqu'un qui quittait le marketing et la communication pour s'occuper d'enfants et d'adolescents et qui expliquait à tout le monde son changement de vie. Et je me dis bon voilà, j'ai posé la question, la réponse arrive. L'univers se mettait en route pour vous donner quelques pistes. En tout cas, c'était troublant. Si vous voulez, ce qui s'était passé, c'est que je me l'étais posé très sincèrement et très profondément. Et du coup, j'étais ouvert à cette question. Vous avez fait ce cheminement, qu'en est déjà un, d'entendre la question et de l'accueillir en réalité, de l'accepter. Mais ensuite, pour trouver les réponses, quels outils avez-vous utilisés? J'ai fait beaucoup de développement personnel. Sous quelle forme? 2 tranches de psychanalyse. Et puis j'ai repris une analyse jungienne à ce moment-là, pendant 7 ans, donc quand même c'est un travail c'est des sacrées tranches important. Et puis aussi des groupes de parole, notamment sur des groupes sur l'identité masculine. Plus un itinéraire spirituel, on va dire aussi. Vous en étiez où à ce moment-là dans votre itinéraire spirituel? J'avais fait plusieurs années de pratique du Tai Chi Chuan. Donc vous aviez continué après vos voyages en Chine? Oui, c'est ça. Je m'étais intéressé à la méditation et au bouddhisme. Je dirais que je me suis continuellement nourri sur le plan spirituel par des lectures, par des rencontres, et surtout par des expériences. Donc là, on a vu comment le questionnement et votre cheminement vous a permis d'accepter et d'entendre cette question-là. Alors, quelle a été la réponse, même si on l'imagine? Donc, être plus près de l'humain, d'accompagner les personnes, on va dire, d'un certain chaos vers plus de santé, plus de lumière, je sais pas, probablement aujourd'hui je dirais accompagner un peu les vilains petits canards pour qu'ils comprennent qu'ils sont des grands beaux signes. Et donc je savais qu'il fallait que je cherchais la porte d'entrée, et donc j'ai fait avec un ami, Jean-Daniel Remond, je me suis formé auprès de lui et j'ai commencé à faire quelques accompagnements comme ça de manière très ponctuelle. Et c'est là
où mon sentiment, c'est que c'était pas suffisant pour mon goût et qu'il fallait que j'aille du côté de la psychothérapie. Donc, c'est là que je me suis rappelé que j'avais une collègue de publicité qui avait quitté les professions de planning stratégique pour aller vers la psychothérapie. D'accord. Et je l'ai recontactée et elle m'a parlé un petit peu de son itinéraire et de sa formation. Quand elle m'a parlé de cette formation qui s'appelle analyse psycho-organique, là, qui est un point de rencontre entre, je dirais, psychanalyse, corps, l'accès à l'inconscient par le corps, etc. Tout ça, ça m'a intéressé. J'ai fait 4 ans de formation. Donc on fait ça un week-end par mois, l'été on fait pendant 15 jours, 3 semaines. Voilà. J'allais vous demander, pendant ce temps-là, vous continuiez votre activité? Je continue mon activité. Okay. Et là, effectivement, au fur et à mesure, c'est un peu... au fur et à mesure que je me formais, mon activité perdait de plus en plus de sens. et je me suis, c'était épouvantable. Et à un moment donné, j'ai dû voir mon associé. Et je lui ai dit, écoute, il faut que je bouge, il faut que je fasse quelque chose d'autre parce que là, ça n'a plus de sens pour moi. Voilà. Et il m'a mis dehors. On l'a réussi à le faire dans des conditions. On s'est mis d'accord. Mais disons que c'était pas. Ça a été un peu précipité. Ça a été précipité et donc je me suis trouvé dans une situation un peu difficile de réinventer mon job. En continuant de me former, notamment de me former au coaching, sans argent. J'ai trouvé de l'argent en hypothéquant mon appartement. Ok. Et là, ce qui est génial, c'est qu'en faisant ça, on croit vraiment à son projet. Alors, il y a une forme d'engagement. Là, il y a un engagement total. Mais c'est vrai que, si vous voulez, à ce moment-là, ma conviction était très très claire, c'est que je préférais connaître de difficultés financières ou avoir dépensé une partie de mes économies, etc., plutôt que de me regarder dans la glace 5 ans plus tard en disant que j'ai pas été vers ce qui m'appelait. Moi, j'ai traversé ce moment que traversent tous les gens qui changent de vie à un moment donné, c'est est-ce que je me raconte pas une histoire? Parce que si vous voulez, même si tout au long de ma formation, je me sentais tellement chez moi que je me disais, bon, si j'ai ce sentiment-là, c'est que très probablement c'est juste d'aller dans cette direction. Mais malgré tout, tant que vous avez jamais exercé, c'est un peu compliqué. Et il y a un premier client qui rentre, et pour lui, vous êtes psychanalyste. C'est pas vous êtes débutant, non. Vous êtes la personne à qui il va se confier. Il est hors de question de lui dire excusez-moi, je suis débutant, je doute encore un peu, bien peut-être sûr. Ne suis-je pas un bon. Non, vous l'êtes et vous êtes ou non autorisé à le faire. Parce que cette question de l'autorisation de ce changement et de la légitimité qu'on se construit est tout à fait au centre de ce voyage vers soi-même. Oui. Et donc là, vous vous êtes autorisé, malgré les doutes qui sont plutôt sains et normaux, j'ai l'impression. Vous avez passé ce cap-là? Oui, j'ai passé ce cap et j'ai eu la chance d'être très vite coopté, reconnu par d'autres. Alors, moi, j'étais pas tout jeune, quand même, aussi. Quel âge aviez-vous? 49-50. Enfin, je veux dire, voilà, j'étais donc à la fois débutant et en même temps, j'avais des années et des années de maturité, de réflexion sur l'humain, sur le décodage de l'humain, etc. Et alors, comment a commencé cette activité? Étant paradoxalement jeune marié à l'époque de mes 50 ans et avec un enfant en bas âge, il était prioritaire pour moi aussi de sécuriser un peu la vie, le coût de la vie, etc. Donc assez vite, je me suis dit que la priorité était plutôt du côté de l'accompagnement coaching que de la psychothérapie pour des raisons économiques aussi. D'accord. Donc là, vous démarrez et à la fois cette nouvelle vie personnelle et cette famille, et à la fois, du coup, vous optez pour le coaching. Alors,
J'étais pas dingue du mot de coaching, et oubliez pas que j'avais pas été vraiment vers le coaching, mais d'abord, j'avais bifurqué vers la psychothérapie. Donc je me suis intéressé à ce moment-là énormément à la psychologie positive et j'ai eu la chance d'être formé par Jean Pagès et Jean-Christophe Baralis qui ont apporté cette approche-là en France et qui avaient les locaux dans lesquels nous sommes là aussi aujourd'hui. Très bien. Et qui m'ont accueilli dans ces locaux. Et dans ce moment-là, il s'est passé à ce moment-là, c'est la fin de ma formation et je lis à ce moment-là un livre d'un moine entrepreneur. Ce livre s'intitule En quête de sens. Et donc il est à la fois moine et, je dirais, patron d'une entreprise internationale, puisqu'il vendait son vin dans le monde entier. Au bout de quelques pages, il y a une citation attribuée à Aristote qui dit « Là où vos talents et les besoins du monde se rencontrent, là est votre vocation. » Et moi qui ne note jamais, je prends mon stylo, ma feuille, j'écris cette phrase. Il me dit qui me touche et qui m'intéresse. Bon, ça me semblait avoir beaucoup de sens. Et quelques jours plus tard, je me retrouve à vivre une expérience dans le cadre de ma formation de psychothérapeute où je reçois un genre de massage thérapeutique. Donc je suis dans un état de relaxation profonde. À ce moment-là, je reçois une image, l'idée d'un stage basé sur la phrase en question. Une intuition très forte, imagée, et donc je me dis si cette idée est arrivée avec autant d'intensité, c'est qu'il faut le faire. Et donc je décide dans les semaines qui suivent de lancer un premier stage, et c'est un succès. Les gens sont très contents de leur expérience, et on continue le stage numéro 2, stage numéro 3, commence à voir comment ça marche, l'améliorer, et nous poser la question du modèle économique. D'un moment, on comprend qu'il faut qu'on ait entre 12 et 16 participants pour que ce soit à peu près rentable et que ça fonctionne bien, etc. À 2 coachs animateurs. Et assez vite aussi des entreprises qui s'intéressent à notre travail et donc on a commencé à le faire dans des entreprises. Parce que là, déjà, vous aviez cette idée d'accompagner les équipes ou les individuels dans leur projet professionnel pour trouver leur juste place. Oui, alors si vous voulez, en fait, assez vite, on a compris que cette approche, elle permettait de se connaître. Mais qu'une fois qu'on avait fait ça, ça peut aider soit à réfléchir à la manière de travailler, ça peut être réfléchir à son prochaine étape, son évolution professionnelle, mais ça pouvait aussi tout simplement réfléchir à sa place dans une équipe et ou permettre à chacun de voir le meilleur de l'autre. Ok, donc il y a les stages dont vous parliez, mais après il y a une autre forme d'accompagnement. Au fur et à mesure du développement de l'approche, on s'est aperçu que on pouvait la déployer de différentes façons, soit en individuel, soit en collectif, soit en combinant individuel et collectif. En fait, c'est que vous aviez une vision que vous avez pu décliner sous différentes formes, suivant les accompagnements que vous proposiez, c'est ça ? C'est ça. C'est toujours, en fait, des connaissances de ses forces, comprendre là où ses forces, finalement, rencontrent les besoins de l'entreprise, de l'équipe, du monde, et comment on peut s'ajuster. On a aussi compris dans ce cheminement-là que c'était un chemin très intéressant pour les gens qui sont appelés à jouer des rôles de leader. Finalement, on s'est aperçu que c'était aussi un outil qui permettait d'approfondir la connaissance de soi, de mieux appréhender, de prendre la responsabilité de qui on était, de qu'est-ce qu'on allait faire de ses talents, et notamment en position de leadership. C'est ce qui est vraiment intéressant dans votre approche. On a vraiment cette idée qu'on arrive chacun dans le monde du travail avec des qualités propres et qu'il faut réussir à trouver sa juste voie pour se révéler pleinement et finalement créer de la valeur pour l'entreprise et la société. En fait, le travail n'est pas un truc à subir absolument. On peut aussi en faire un levier d'épanouissement.
Oui, on défend différentes idées. Donc la première qu'on défend, c'est évidemment la singularité, c'est-à-dire de dire on est dans un univers extrêmement normé, que ce soit l'école ou l'entreprise. Or, notre combinaison de talents, de force est tout aussi singulière que notre voix, notre empreinte digitale, notre écriture. Et c'est vraiment totalement singulier. Et donc, finalement, cet encouragement à se connaître dans sa singularité de ses talents, c'est un voyage, je dirais, vers soi-même dans un monde qui a tendance à vous étiqueter rapidement dans un certain nombre de cases. Un des principes qui nous guide, c'est de vous aider à découvrir, à nommer, à vous représenter cette singularité et vous l'approprier. Et effectivement, la deuxième conviction, c'est que c'est plutôt en déployant cette singularité qu'on va être au meilleur de nous-mêmes. Oui. Parce qu'au fond, là aussi, l'illusion, c'est de dire, voilà, je fais tel métier DRH. Et finalement, vous rencontrez des directeurs de ressources humaines, hommes ou femmes, vous allez voir qu'ils sont totalement différents, en fait. Oui. Et on prend ce métier comme on pourrait en prendre plein d'autres. Et donc, il y a quelque chose qui est difficile à expliquer parce que, à la fois, donc, nous sommes dans ce principe de soutien de cette singularité, et pour autant, nous ne sommes pas du tout dans une histoire d'ego centré, c'est-à-dire d'inflation de l'ego en disant, voilà, tu es unique et formidable, sois très content de toi. C'est pas tout à fait ça l'idée. C'est intéressant, oui. C'est-à-dire qu'il y a un deuxième paradoxe, si vous voulez, qui est la conscience de la responsabilité de cette singularité, de ces dons qui sont éventuellement à reproposer au monde. Ça veut dire qu'aujourd'hui, donc, vous êtes dans cet accompagnement-là de personnes qui viennent vous voir avec, au départ, un questionnement d'ordre professionnel. Est-ce que vous pouvez me citer un ou deux exemples comme ça d'accompagnement hyper intéressant où vous avez vraiment aidé une personne à se trouver et à se révéler peut-être dans un chemin qu'elle n'avait pas envisagé? Une des premières personnes, le premier stage Aristote, la personne est une femme qui était responsable marketing dans un labo pharmaceutique, et très vite, au cours du stage, on découvre qu'elle a un grand désir d'aller vers l'accompagnement de la parentalité, soit d'accompagner les futures mamans, d'accompagner les parents, d'accompagner les enfants, enfin voilà, et qu'elle est passionnée par ça. Elle-même le savait, mais disons avait peut-être besoin qu'un tiers redise bah oui, donne du crédit, donne du crédit et reconnaisse ça en elle, et cet appel et cette envie et cette passion, etc. C'était en 2012, on est en 2019. Elle a pris tout un temps de formation, le week-end, le soir, dans cette direction-là, et tout ça s'est construit dans la durée pour finalement réussir à ce que ces ateliers prennent, ces accompagnements prennent, dans une économie qui n'est pas tout à fait du tout la même que celle d'un manager marketing en pharmacie. Après, dans les gens qu'on accompagne, on n'est pas forcément dans des choses aussi radicales. Pour aller dans votre sens, il y a aussi une jeune femme qui travaillait dans une entreprise dans le secteur automobile, etc., qui est venue me voir en me disant, je vais quitter mon entreprise bientôt, j'ai envie d'aller vers quelque chose de plus engagé en termes social et solidaire, etc. Bon, ça se confirmait tout à fait, on voyait bien qu'est-ce qu'elle avait pas pu développer d'elle-même, mais aussi ses forces et comment elle pouvait aborder ça. Et puis à un moment donné, c'est moi qui lui ai suggéré, est-ce que tu t'es demandé si tu pouvais le faire dans ton entreprise d'aujourd'hui? Ce patron a dit, banco, ce que tu me racontes m'intéresse, ça m'intéresse, on va créer ton initiative dans le cadre de l'entreprise. C'est génial. Ouais. Et puis, le quatrième type d'histoire, c'est quelqu'un qui va venir nous voir parce que il est appelé à jouer un rôle de leader, ou il joue un rôle de leader, et il a envie de mieux se connaître en tant que leader, de voir quel sens il peut donner à ce rôle. En tout cas, ce qui est intéressant en vous écoutant, c'est que
je me dis finalement, pour être épanoui dans son travail, il faut d'abord faire un sacré travail sur soi, bien se connaître, pour pouvoir après trouver sa juste place. En fait, le cheminement personnel est jamais loin du cheminement pro et vice-versa. Pour moi, c'est intimement lié. Alors moi, c'est la croyance que j'ai, c'est que nous avons en nous un désir d'accomplissement et que alors là, je vais prendre une expression de Paul Boyson, il parle du non réalisé. C'est-à-dire, ce qui n'a pas été réalisé de moi et qui a été contrarié. Un peu comme un arbre, vous empêchez une branche de pousser parce qu'il rencontre un mur, etc. Il y a une douleur du non réalisé. Et inversement, il y a une poussée, un élan vital, quelque chose qui demande à s'accomplir de nous-mêmes. Et nous, on concentre dans un moment, on catalyse ce processus, on le dynamise. Et notre conviction, c'est qu'on n'est jamais meilleur que quand on épanouit l'ensemble de qui on est. Il y a ce travail très important de se reconnaître dans l'ensemble et de s'accepter pleinement. Et pour utiliser le langage de la psychologie de Jung, individuation, c'est-à-dire intégration des opposés. Je suis en commandement, leader, etc. Et je suis sensible et capable de ressentir finement l'autre. Cette alliance va forger quelque chose de tout à fait original. Est-ce que, du coup, je reviens à cette question que vous aviez soulevée tout à l'heure. Est-ce que vous avez trouvé votre juste place pour le reste de votre vie ? Mon sentiment profond, c'est un sentiment d'accomplissement et d'amener quelque chose de singulier, de créatif au monde, que mon histoire personnelle, mon parcours, mes talents me permettent d'apporter de manière un peu originale et singulière. Encore une fois, et c'est pour ça que ce qui se passe maintenant est très intéressant, c'est au service de quelque chose de plus grand que moi. Donc maintenant, c'est 40 praticiens, c'est pas moi. Oui. Ça appartient à tous ceux qui le partagent. Pas mal pour conclure l'entretien. On va juste finir avec quelques questions rituelles. Et j'aimerais savoir s'il vous arrive d'écouter votre petite voix. Ben oui, moi j'ai appris à la consulter et parfois je l'entends pas. Il m'arrive d'être très pris par les projets, etc. Et à nouveau de manquer d'espace, de silence, de calme, etc. Est-ce que vous auriez un livre à nous conseiller qui vous a accompagné, vous accompagne encore sur votre chemin de vie ? Celui que je conseillerais, que je conseille souvent à des personnes qui travaillent avec nous, c'est Le meilleur de soi de Guy Corneau. Très bien, il y a un deuxième livre qu'on propose souvent de lire aussi, c'est Apprivoiser son ombre de Jean Montbourquette. Les deux titres en tout cas sont très prometteurs. Est-ce que vous avez un rituel bien-être quotidien ? J'essaie d'avoir une pratique de méditation de 15 minutes le matin. Et là, vous voyez, quand je vais vous quitter, je vais retrouver mon prof de tai chi, parce que je recommence un petit peu le tai chi après l'avoir abandonné quelques années. Et j'ai une dernière question avant de vous laisser partir pour votre cours de tai chi. C'est peut-être la plus importante. Est-ce que vous, Stéphane, vous êtes heureux ? Écoutez, je me sens dans la définition d'Aristote, c'est-à-dire je ne veux pas prétendre d'être dans un bonheur égal, ce serait faux. En revanche, ce qui est persistant, c'est un sentiment de réalisation de soi, voilà, et d'être sur un chemin porteur de sens pour moi, et donc j'ai le sentiment plutôt de marcher vers une bonne vie, mais je dis pas que je ne dis pas qu'il m'arrive pas de faire des pas de côté et des faux pas. Voilà. Ça fait partie du chemin. Ça fait partie du chemin. Super, merci beaucoup Stéphane, c'était passionnant de revisiter le monde du travail à travers ce prisme-là. Donc merci à vous, et j'en profite aussi pour remercier Marion qui m'a conseillé sur Instagram de vous contacter. C'était une très belle rencontre. Donc merci à vous Stéphane et merci Marion. La Petite Voix, le podcast, c'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous mardi dans 2 semaines pour le prochain épisode. Si celui-ci vous a plu, alors dites-le moi avec des étoiles sur iTunes. Parlez-en aussi autour de vous. Et pour ne rater aucun épisode, pensez à vous abonner sur votre appli de podcast ou sur les réseaux sociaux. Vous me trouverez en cherchant La Petite Voix, le podcast sur Facebook, Instagram, Twitter et YouTube. D'ailleurs,
C'est sur ces pages que je vous raconte les coulisses de ma rencontre du jour et que vous trouverez toutes les références de l'épisode. Une dernière chose qui me tient vraiment à cœur, je serais ravie d'échanger avec vous sur vos impressions, de recevoir vos questions et vos suggestions sur les invités que vous aimeriez entendre. Alors surtout, n'hésitez pas à m'écrire. Merci beaucoup et à bientôt sur La Petite Voix.